Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous commençons cette semaine avec un député français, Philippe Cordery. Bonjour. Bonjour. Donc député des Français de l'étranger, circonscription du Benelux. Vous êtes membre du Parti Socialiste. On reviendra en fin d'interview un petit peu sur ce que veut dire tout ça et quelle est votre actualité à vous. On va commencer par ces élections municipales, raison pour laquelle on vous invite aujourd'hui. C'est une défaite pour votre parti, le Parti Socialiste ? C'est une déroute, on va le dire les choses clairement. On s'attendait bien sûr à perdre des élections. Les élections intermédiaires sont toujours difficiles pour les partis au pouvoir. Mais là, on a perdu beaucoup. On a perdu des villes qui étaient depuis très très longtemps au Parti Socialiste, à la gauche, des bastions, comme on dit. Il faut se poser quelques questions sur la raison de cette défaite. Et je crois que c'est important de le faire. Déroute, c'est un terme fort, plus fort que défaite. Oui, je Donc crois. 155 villes de plus de 9000 habitants qui ont basculé de la gauche vers la droite. Et des villes comme Pau, Reims, Angers, Quimper, ville de Bernard Poinillant. Voilà, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Parti Socialiste n'est plus audible? Ça veut dire qu'on a un problème de lisibilité, ça c'est clair, de la politique. Je ne pense pas qu'il faille changer de cap, parce que ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. J'entends des personnes qui voudraient un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche. Je ne pense pas que ce soit ça le problème. Mais il faut que les résultats arrivent. Donc il faut une accélération aussi de la politique qui est menée par François Hollande. Plus de lisibilité pour que les Français comprennent bien quelle est la politique menée, puisqu'on a une politique qui fait l'équilibre entre le redressement de la France et la justice sociale, et sans doute moins de tergiversation, aussi plus d'assurance dans la politique. Quand vous dites une accélération et moins de tergiversation, ça veut dire que François Hollande n'est pas assez à gauche à votre goût? Non, je vous dis, c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question il faut garder le cap qui est bon, celui du redressement de la France dans la justice. La réforme des retraites qu'on a faite est une bonne une bonne réforme qui fait l'équilibre justement entre la justice sociale et la nécessité économique. Mais il faut assumer plus, je pense, la politique que nous menons. Je prends par exemple quand on a fait le mariage pour tous, on n'a pas fait la PMA, quand la procréation médicale assistée, ouais. quand on fait une partie de la réforme fiscale, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut une grande réforme fiscale qui ramène plus de justice, plus de progressivité, y compris dans la contribution sociale généralisée. On a une partie de l'imposition qui n'est pas progressive. Ouais. Vous me parlez politique, vous me parlez grands enjeux, vous me parlez programme. Est-ce que c'est vraiment ça le problème, ou est-ce que ce n'est pas la stature de François Hollande qui a déçu, qui avait indiqué qu'il serait un président normal et qui s'était bâti vraiment en opposition à Nicolas Sarkozy, et puis dont finalement, notamment dans sa vie privée, on découvre qu'il retombe un peu dans les mêmes travers? Est-ce que c'est pas ça le problème plutôt? Non, je pense vraiment pas que ce soit une question de la personnalité du chef de l'État, et encore moins de sa vie privée. Ouais. Je pense que c'est un président normal, et il y a un changement... Il a déçu quand même. Oui, il y a un changement radical quand même dans la manière de gouverner par rapport à Nicolas Sarkozy. Je ne pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que le problème, c'est les résultats économiques, c'est l'inversion de la courbe de chômage. C'est ce qu'on a promis aux Français. Il faut maintenant que nous arrivions à des résultats sur le chômage, sur le désendettement, sur les équilibres économiques, parce que c'est ça que les Français, je crois... Pour y arriver, il faut un remaniement? Il y aura un remaniement, certainement. Oui, ce sera ce soir. Après une défaite, François Hollande doit prendre la parole. Il s'exprimera à la télévision ce soir. Ce sera à 20h ce soir, oui. Donc il annoncera un remaniement. Et donc le remaniement, ça passe par un changement de Premier ministre? C'est au président de la République de décider. Ouais. Est-ce que Jean-Marc Ayrault porte une responsabilité personnelle dans ce qui Pas vient de se personnel, passer? c'est un problème d'équipe, du président, du Premier ministre, des ministres, des parlementaires. Je crois qu'on est tous responsables quelque part de ce qui s'est passé, et on doit tous reconstruire maintenant pour bien faire comprendre que la politique qu'on mène est la bonne, et que les résultats doivent arriver derrière. C'est quoi les qualités que doit avoir le prochain Premier ministre si on en change ce soir? De la détermination. Je pense que c'est ce qu'il nous faut le plus, de garder effectivement ce cap et faire en sorte que les mesures qui sont annoncées soient effectivement mises en œuvre. Bien sûr, il faut de la concertation, mais nous devons mettre en œuvre plus de justice pour effectivement avoir ce... Et donc si je vous dis Manuel Valls, Laurent Fabius, Ségolène Royal, vous n'allez pas trancher? C'est vraiment le choix Non, je ne veux pas trancher, parce que je crois que c'est vraiment le choix du président de la République, et je lui fais confiance là-dessus pour avoir une équipe, parce que ce ne sera pas seulement un Premier ministre, ce sera une équipe qui puisse nous permettre de rebondir.
Alors, on parle du Parti socialiste, il y a donc progression de la droite, de l'UMP et de l'UDI, et il y a aussi progression du Front National qui prend 11 villes, si je ne me trompe pas, dont des communes comme Béziers et Fréjus, qui ne sont pas des toutes petites communes. C'est un choc pour vous ou pas ? C'est inquiétant. Là aussi, c'est pas nouveau. On a déjà 2 députés du Front National. Ouais. Donc aux dernières législatives, il y a déjà eu un choc. Je pense que là aussi, c'est toujours le même problème. Que les gens sont désespérés et le Front National surfe sur ce désespoir en leur donnant des fausses réponses. Et là aussi, ça passe par une inversion de la courbe de chômage, ça passe par une politique qui nous permette véritablement de permettre aux gens de regagner de l'espoir, de regagner du pouvoir d'achat et de permettre de s'en sortir. Et je crois que si les gens sortent de la détresse, ils n'iront plus se tourner vers le Front National. Donc je crois que c'est essentiellement un problème de politique. Est-ce qu'il y a une banalisation du Front National en France ? Certainement. Et je pense que Nicolas Sarkozy a une grande responsabilité dans les 5 dernières années, à force d'avoir épousé une partie des thèses du Front National dans cette banalisation. C'est de sa faute un peu ? Dans la banalisation du Front National, je pense qu'il a une grosse responsabilité. Ouais. Est-ce que c'est le même Front National aujourd'hui, avec Marine Le Pen, que le Front National d'il y a 10 ou 20 ans avec son père Jean-Marie Le Pen ? Tout à fait. Et je pense que quand on écoute... Il n'y a pas une évolution du parti qui passe de l'extrême droite vers le populisme ? Je pense qu'il y a 2 Fronts Nationaux. Il y a 2 images du Front National aujourd'hui. Il y a Marine Le Pen qui passe dans les plateaux télévision pour essayer de rendre le Front National acceptable. Mais il y a aussi les discours de Gilbert Collard qu'on entend et ses meetings racistes, haineux, où il prône l'exclusion de l'autre. Et quand on écoute sur le terrain, c'est le Front National de la haine qu'on entend et qu'on continue à entendre. Ouais. Le Front républicain, vous ne regrettez pas de l'avoir appliqué ? Non, parce qu'il fallait le faire. Même s'il n'y a pas de retour de l'autre camp ? C'est pas grave, je pense que nous, on a un devoir d'exemplarité et de faire tout pour éviter que des membres du Front National soient élus. Ouais, Paris, Strasbourg sont finalement les 2 seuls emblèmes qui restent à et Lyon, la gauche. Faut pas oublier Lyon. Ouais, c'est un peu maigre. C'est certainement trop maigre, mais bon, saluons quand même la victoire d'Anne Hidalgo et de Gérard Collomb, de Roland Ries, des maires qui, effectivement, ont fait un gros travail sur le terrain et ont permis à leurs équipes de l'emporter. Alors, on vient de parler de la France. Est-ce qu'on peut découpler ça d'une observation plus européenne qui est le constat que l'Europe, progressivement, elle bascule à droite, Philippe Cordery, et que les idéaux socialistes paraissent un peu datés? Je ne pense pas que les idéaux socialistes ou les idéaux de progrès soient aujourd'hui datés. C'est une Europe qui, effectivement, glisse vers la droite et parfois même l'extrême droite parce qu'elle ne voit pas de résultats et parce qu'on est empêtré dans cette crise financière, dans cette crise économique, dans cette crise sociale qui est très profonde. Et aujourd'hui, je pense que le vrai moyen de s'en sortir, c'est d'avoir cet équilibre entre de la croissance, l'efficacité économique, un désendettement d'une part, mais aussi de la justice sociale. Donc je continue à penser que c'est la politique que nous menons et que nous voulons mener, que ce soit en France ou dans les autres pays européens, qui est la bonne, parce que cet équilibre Donc le marché pour la croissance et la création d'emplois et l'État pour corriger les injustices. Exactement, voilà, c'est ça, c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre. Ouais, dans une autre vie, avant d'être député, vous avez travaillé pour le Parti socialiste européen. Tout à fait. Vous les sentez bien, les prochaines élections européennes, parce qu'elles arrivent tout de suite? Écoutez, il y a en France et puis globalement en Europe, il y a des pays où nous pouvons faire des gains au niveau des socialistes européens. Mais donc les règles du jeu changent. Puis, au niveau de la désignation du président de la Commission, théoriquement le Parlement aura un petit peu son mot à dire. Il y a un candidat pour le Parti socialiste européen, c'est Martin Schulz. Tout à fait. Est-ce qu'il a des chances de devenir président de la Commission? Il a tout à fait des chances, que je crois qu'aujourd'hui le PSE et le PPE sont au coude à coude. Et Martin Schulz commence sa campagne et le Parti socialiste français sera entièrement derrière lui pour convaincre les Français et les Européens très largement que c'est la bonne voie de sortir du tout austérité et de permettre à l'Union européenne de permettre aux États de regagner des marges de manœuvre économiques. Donc avec une autre politique européenne, avec une politique de gauche au niveau européen, ça permettra aussi de libérer de l'espace au niveau des États membres. Ouais, et on peut, quand on est le Parti socialiste français, mener une campagne éclair sur l'Europe et corriger la déroute, comme vous l'avez appelé, qu'on a subie au municipal il y a quoi, il y a 6 semaines? Il y a 6 semaines et on va tout de suite, après dimanche prochain, on a les élections des maires.
Mais après, tout de suite rentrer dans cette campagne des européennes et convaincre. C'est une élection qui est difficile, traditionnellement, pour les partis démocratiques, parce que c'est une élection où la contestation l'emporte souvent. Mais je crois que c'est important de convaincre les électeurs qu'à chaque élection, son message, et que pour les élections européennes, ça sera important de permettre une autre majorité, parce que n'oublions pas que les conservateurs sont sortants au niveau du Parlement européen. Alors, vous êtes député des Français de l'étranger, circonscription du Benelux, donc c'est un petit peu une nouveauté. Hein. Avant, il n'y avait pas de député qui représentait les Français de l'étranger. Vous êtes élu jusqu'en 2017. Absolument. Vous vous représenterez en 2017. Écoutez, là, on n'en est pas encore là. Hein. Ouais. Pour l'instant, je fais mon travail. C'est un petit peu une surprise, activement. quand même, votre élection. Parce qu'il y avait une droite très divisée. Hein. Disons que Nicolas Sarkozy était majoritaire sur la circonscription. Donc, mais c'est un travail de terrain qui a payé. Une division aussi de mes adversaires. Qu'est-ce que vous répondez à tous les Bruxellois qui pensent que les Français installés à Bruxelles, ce sont essentiellement des gens qui ont un très haut niveau de revenus et qui sont, pour caricaturer, ceux qui habitent à Ixelles et qui viennent chercher des avantages fiscaux. Ça correspond à une réalité ou pas ? Alors, il y a une petite partie de la réalité, mais la grande majorité des Français, et ça je le dis et je le redis, sont des Français qui travaillent, qui sont au chômage, qui sont étudiants, qui sont pensionnés et qui sont aussi divers que les Belges de Belgique ou les Français de France. Donc j'invite ceux qui pensent qu'il n'y a que des exilés fiscaux à venir avec moi sur le terrain et rencontrer les Français, parce qu'aujourd'hui je suis plus occupé à essayer de régler les problèmes d'expulsion des Français de Belgique, parce qu'on a des compatriotes qui ont reçu des arrêtés d'expulsion parce qu'ils sont une charge déraisonnable à l'État. Et ces Français-là c'est pas très européen. Moi, je pense qu'il faut que nous ayons un accord global pour que chacun puisse s'installer dans un pays quand il cherche du travail, et que ce ne soit pas uniquement les personnes aisées qui puissent s'installer, qui puissent être mobiles. Ça veut dire que vous allez taper à la porte de Magui de Bloch ou d'Elio Di Rupo pour leur dire... J'ai écrit à Magui de Bloch, j'attends toujours sa réponse d'ailleurs, pour m'insurger contre ces expulsions de Français de Belgique. Et c'est ces Français-là que je défends au quotidien. Philippe Cordery, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, ce sera la météo. On verra si Patrick Vermeer a d'aussi bonnes nouvelles que la semaine dernière. Bon après-midi.